ça vous apprendre beaucoup de choses, puisque Philippe Evano est avec moi. C'est sans doute le meilleur connaisseur de la Côte d'Ivoire, et c'est sans doute aussi pour cette raison que vous ne l'entendrez pas dans ce qu'on appelle les grands médias officiels. Philippe Evano, vous êtes à Abidjan, vous êtes chercheur à la Sorbonne, vous êtes le directeur de l'Institut de prospective africaine, et puis, si je dis vous connaissez bien l'Afrique, c'est quand on connaît votre curriculum vitae, on sait que vous avez notamment été pendant de très longues années formé par Jacques Foccart. C'est dire si vous connaissez bien l'Afrique. Alors depuis quelques jours, lorsque l'on parle de la Côte d'Ivoire, la situation est simple à décrire. Vue par les grands médias, vue par l'Occident, Laurent Gbagbo a triché, a fraudé. Laurent Gbagbo veut se maintenir au pouvoir alors qu'il a perdu les élections. En réalité, vous avez une toute autre vision qui est confirmée depuis quelques heures, notamment par l'attitude de ce qu'on appelle les BRIC, à savoir des pays notamment comme la Chine ou comme la Russie, comme le Mexique, comme bien d'autres pays, qui eux ne vont pas dans ce sens du discours officiel tel qu'on l'entend dans les médias occidentaux. L'affaire n'est pas aussi simple qu'on veut bien nous le décrire, à savoir Laurent Gbagbo qui se maintient au pouvoir contre le vainqueur Alassane Ouattara. Vous connaissez parfaitement ce dossier. On va aller en profondeur sur CARNews. On va aller vraiment en profondeur de ce dossier parce que c'est essentiel. D'abord, que faut-il retenir de tout ce qui se passe? On va faire un plan d'ensemble pour commencer cet entretien. Eh bien, ça ressemble finalement à une opposition entre l'ONU et une nation, et plus généralement, on peut se demander aujourd'hui si on n'est pas en train d'assister à un renversement de situation concernant la gestion du dossier africain et sa domination actuelle par les organisations internationales contrôlées par les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis ont un intérêt à rentrer dans la politique intérieure africaine? Aujourd'hui, en fait, cette crise a eu pour mérite de manifester au grand jour le fait que les organisations africaines, Union africaine, CEDEAO et autres, étaient sous contrôle américain. Aujourd'hui, c'est la place et la domination des États-Unis sur le continent africain qui est en jeu. La divulgation des notes diplomatiques américaines par Wikileaks et leur analyse a pu démontrer que les Américains étaient très heureux de l'effacement français puisque ça leur laisse le champ libre sur la totalité du continent. Et finalement, le bouclage de cette domination se joue sur la présidentielle ivoirienne, puisque c'est sur cette présidentielle qu'on joue l'annulation pure et simple de la souveraineté des États africains. Alors pourquoi Nicolas Sarkozy s'est-il rangé sur cette position américaine ? Je crois que c'est la sienne, tout simplement. Là aussi, on peut se référer aux notes Wikileaks. Nous avons pour la première fois sous la Ve République un président de la République qui est totalement acquis aux objectifs américains. Cela revient à faire de la France un pays supplétif des États-Unis, notamment en Afrique. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on n'a pas de raison d'avoir des accords avec les Américains. C'était le cas notamment sur l'Afrique du temps de Gaulle, quand Jacques Foccart avait négocié avec le sous-secrétaire d'État américain chargé de l'Afrique, Dulles, en 1960, un accord de partage de responsabilité. La France étant chargée du containment, c'est-à-dire de la lutte contre le bloc soviétique, dans ses anciennes colonies. Cela a très bien fonctionné pendant plusieurs dizaines d'années jusqu'à la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait différente. On est dans la situation où, après la chute du mur de Berlin, on a cru qu'on n'avait plus qu'une superpuissance. Et puis où finalement, depuis la dernière réunion du G20 en Corée du Sud, eh bien, on se rend compte qu'en réalité, on assiste à l'émergence d'une deuxième superpuissance et à une nouvelle forme de confrontation où la Chine et ses alliés, notamment la Russie, ce qui est aussi une nouveauté, puisqu'ils ont été pendant très longtemps antagonistes, vont chercher à reprendre pied sur le continent africain. Est-ce que cela signifie aussi, si j'analyse ce que vous venez de nous expliquer, Philippe Evano, que Jacques Chirac ou François Mitterrand auraient sans doute pris une position différente de celle de Nicolas Sarkozy? François Mitterrand, très probablement. Jacques Chirac, sur le dossier ivoirien, certainement pas.
Certainement pas, puisque la crise ivoirienne est directement liée à l'incapacité de Jacques Chirac à comprendre l'Afrique et à réagir correctement sur les dossiers africains. N'oublions pas que le coup d'État de décembre 1999, dont Ouattara est accusé de façon récurrente d'être l'instigateur, pouvait être enrayé en appliquant simplement les accords de défense entre la Côte d'Ivoire. Il suffisait de faire sortir une patrouille du 43e BIMA basée à Port-Bouët et les mutins, qui étaient de braves garçons dont les soldes n'avaient pas été payés et qui étaient manipulés pour faire tomber Bédier. Les mutins seraient tout simplement rentrés à leur caserne. Jacques Chirac n'a pas eu le courage d'appliquer les accords de défense et en une seule absence de décision a détruit la totalité de la présence française en Afrique, puisqu'à partir de cet instant, tous les chefs d'État africains disposant d'un accord de défense avec la France ont su que la parole de la France ne valait plus rien. Concrètement, que s'est-il passé en Côte d'Ivoire? Parce que maintenant, nous, on a notre vision, celle qui nous est transmise par les médias occidentaux, par les médias français, qui nous explique que le pays est au bord de la guerre civile et que, clairement, Laurent Gbagbo n'a pas reconnu le suffrage universel, que les élections ont donné Ouattara vainqueur. C'est ce qu'on nous explique en France. Vous avez un autre regard sur cette actualité, Philippe Evano. Bon, c'est une situation beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que depuis le coup d'État de 99 et surtout depuis la partition du pays en deux organisée en 2000 par les autorités françaises avec Alassane Ouattara, c'est Dominique de Villepin qui est à l'origine de cette partition. En pleine paix, on coupe un pays en deux pour des intérêts assez difficiles d'ailleurs à expliquer. Je pense que Dominique de Villepin aurait beaucoup de mal aujourd'hui à nous dire pourquoi il a pris cette décision aberrante qui a fait quand même des dizaines de milliers de morts et des souffrances extraordinaires dans ce pays. On a imposé à la Côte d'Ivoire une succession d'accords internationaux qui ont cherché à limiter sa souveraineté, et notamment une commission électorale dite indépendante qui est constituée quasi exclusivement d'opposants au pouvoir en place, ce qui est quelque chose de tout à fait extraordinaire, et dans laquelle il n'a même pas été prévu qu'au second tour, il y ait égalité entre les deux candidats. C'est-à-dire qu'au second tour, Laurent Gbagbo n'avait que 2 représentants sur une douzaine de commissaires centraux, il n'y avait que 2 qui défendaient le président sortant. Donc cette commission avait 3 jours pour rendre sa décision. La limite de prise de décision, c'était mercredi dernier à minuit. La commission électorale s'est trouvée dans l'incapacité de proclamer les résultats et la loi et la constitution ivoirienne prévoyaient qu'à ce moment-là, le rôle de proclamation des résultats revenait au Conseil constitutionnel. D'où l'organisation d'une conférence de presse à l'hôtel du Golfe, le siège de campagne d'Alassane Ouattara, avec l'ex-président de la commission électorale pour annoncer des résultats non certifiés et évidemment qui ont été inversés par le Conseil constitutionnel. Donc cette commission indépendante ne l'était pas réellement puisque composée essentiellement d'adversaires à Laurent Gbagbo. Tout à fait, tout à fait. Alors ça ne veut pas dire que cette commission n'a pas fait un très gros travail, ça ne veut pas dire que l'élection ne s'est pas pour une élection, dans les circonstances où elle était organisée en Afrique, ne s'est pas passée d'une façon tout à fait remarquable au premier tour et dans une grande partie du pays très bonne au second tour. Il y a seulement ce problème, et d'ailleurs ça c'est la responsabilité de l'ONU. L'ONU a été incapable de respecter ses engagements et d'assurer le désarmement des forces de la rébellion au nord. Donc au nord, l'élection avait lieu sous contrôle des forces armées de la rébellion. Donc les opposants c'est plus que les opposants, c'est aussi les forces armées. Ce sont des seigneurs de la guerre qui détournent les taxes et les impôts à leur profit personnel, qui ont pris le contrôle du diamant, qui ont pris le contrôle de différents minerais, de fer et autres, qui contrôlent une partie du commerce du cacao, qui est la principale richesse de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial. Et donc cette organisation de la rébellion au nord est une organisation politique, économique et militaire. Et elle est restée en place alors que les différentes résolutions de l'ONU et les différents accords internationaux prévoyaient que l'élection ne pourrait pas avoir lieu tant que le désarmement ne serait pas effectif. Alors il y a eu des sommes importantes qui ont été débloquées pour financer des opérations de désarmement. Ces sommes ont été dépensées, mais on n'a pas vu un seul soldat de la rébellion désarmé. Alors, face à ce constat, Philippe Evano, le message semble être clair, on ne peut pas savoir qui a gagné finalement, si c'est Laurent Gbagbo ou Alassane Ouattara.
Ah, ça, c'est vraiment une question extrêmement complexe, effectivement. C'est-à-dire que si on admet si on respecte les institutions ivoiriennes, effectivement, le Conseil constitutionnel avait toute l'attitude pour annuler des résultats à partir du moment où il y avait contestation. Et je note d'ailleurs que de façon assez surprenante, Alassane Ouattara dit qu'il y a eu des fraudes équivalentes au Sud, mais qu'il n'a déposé aucun recours. Donc si vous voulez, on est dans une situation un peu bizarre. Alors l'explication donnée par le camp d'Alassane Ouattara, c'est de dire oui, mais si on faisait des recours à ce moment-là, on contribuait nous-mêmes à l'annulation des élections. C'est pas un raisonnement complètement faux, mais à partir de là, donc vous voyez que les élections en Côte d'Ivoire ne se passent pas comme chez nous. On ne peut pas transposer les règles françaises sur la situation ivoirienne et analyser ce qui se passe en disant ça devrait se passer comme ceci ou comme cela. C'est pas vrai, ce sont des situations tout à fait différentes. Vous vous rendez compte, ce que vous venez de nous expliquer, d'abord, personne ne nous l'a expliqué dans les médias occidentaux, Philippe Evano. Déjà, c'est essentiel. On a eu un autre point de vue qui permet de sortir de cette caricature qui nous est présentée depuis quelques jours, qui consiste à nous dire, grosso modo, que Laurent Gbagbo ne reconnaît pas le résultat des élections qui donne Ouattara comme gagnant et qui s'installe et qui continue de s'installer au pouvoir. Pourquoi est-ce que les médias français, particulièrement, font une présentation aussi caricaturale de la situation? Je pense qu'il, d'une part, c'est la facilité, c'est-à-dire de simplement aller dans ce qui semble être le sens du vent, même si c'est le sens du vent en dehors de Côte d'Ivoire, parce qu'au Côte d'Ivoire, la situation de terrain est quand même très différente, et que, au moins dans tout le sud et le nord-est du pays, le président Gbagbo est effectivement dominant et un très fort soutien de la population dans ces circonstances. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, eh bien, ma foi, depuis quelques années, on a bien l'impression que le là dans la presse est donné sur des interventions extérieures. On l'a vu sur la Côte d'Ivoire, France 24, qui prend une position extrêmement dure et radicale contre Laurent Gbagbo, qui est ensuite suivi, bon gré mal gré, par les autres chaînes, et ensuite qui doit rectifier et moduler sa position. Et vous savez comment ça se passe, c'est toujours la ligne qui est donnée en premier qui prédomine ensuite. Vous avez eu quand même un certain nombre de personnes, et notamment je pense à Antoine Glaser, qui ont alerté quand même les téléspectateurs sur le fait qu'il ne fallait pas transposer le système français sur le système ivoirien, et que plus la communauté internationale taperait sur Laurent Gbagbo, plus elle consoliderait la population autour de lui. Et effectivement, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que, d'autant plus que, et ça n'a pas été analysé par les différents commentateurs, le gouvernement d'Alassane Ouattara tel qu'il est annoncé, qui est un gouvernement fantôme pour le moment, puisqu'ils sont isolés dans un hôtel. D'ailleurs, sur les médias ivoiriens, on parle de la République du Golfe, puisque c'est l'hôtel du Golfe. Donc la République du Golfe a un gouvernement qui n'a aucun lien avec l'administration, et ce gouvernement fait une place très faible au principal allié de Ouattara, qui est le parti d'Henri Konan Bélier, le PDCI, le parti historique de Côte d'Ivoire, celui qui a été créé par Félix Houphouët-Boigny. Donc en plus, une partie du PDCI, si vous analysez les blogs ivoiriens et ceux émanant du PDCI, eh bien ces gens-là aujourd'hui disent on s'est fait avoir. Alassane Ouattara nous a trahis, il a pris comme Premier ministre le Premier ministre qui avait été imposé par la communauté internationale à Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, qui est un criminel devenu politique, qui était connu quand il était plus jeune pour régler ses comptes à l'université en mettant un pneu autour de la tête de ses adversaires et en imitant le feu. C'était la méthode Soro, qui a une cote médiatique extraordinaire, mais il faut bien voir que vu de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est plus considéré comme un criminel de guerre qu'autre chose. Donc le PDCI, qui était persuadé que le poste de Premier ministre lui revenait en cas d'élection d'Alassane Ouattara, est aujourd'hui en pleine et sous le choc, et une partie des électeurs PDCI importants qui ont voté Alassane Ouattara sont en train aujourd'hui d'évoluer d'abord vers la neutralité et certains de basculer dans le camp de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que la majorité du corps social est aujourd'hui très certainement du côté de Laurent Gbagbo. Philippe Evano, on parle de la situation en Côte d'Ivoire. Si je comprends bien, avec un peu d'analyse, tout le monde va arriver sans doute au même constat que moi. Finalement, le seul qui aurait intérêt à créer des troubles et à mettre en danger la communauté française en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Et ce sont les partisans de Ouattara pour que l'armée française intervienne et lui permette de prendre le pouvoir en force.
Alors ça, c'est un peu, c'est d'ailleurs, ça fait partie de rumeurs qui ont couru, notamment concernant un collaborateur d'Alassane Ouattara, qui est un président d'une société importante, Adama Togo, et qui organisait pour Alassane Ouattara pendant la rébellion de 2002 à 2007 le commerce du cacao via le Burkina et le Togo. Adama Togo, selon la rumeur, aurait été chargé de recruter des gros bras chargés d'insécuriser les Français, mais comme la rumeur a été dénoncée, y compris par voie télévisée, par le porte-parole de l'armée ivoirienne, il semble que ça devienne extrêmement difficile de monter ce type d'opération à partir du moment où c'était vanté. Si tant est que ce soit allé au-delà de discussions au sein de l'état-major de Ouattara. Alors, on n'a pas la certitude qu'en réalité ça a été validé. On sait qu'il en a été question, on sait qu'un certain nombre d'excités ont dit si les Français étaient en danger, à ce moment-là, l'armée française interviendrait à notre secours. Très clairement aussi, ce que l'on comprend à travers tout ce que vous venez de nous expliquer, et en 1000 fois merci, parce que ça on l'a entendu nulle part ailleurs, Philippe Evano, c'est que le monde est vraiment partagé et que ce qu'on appelle les BRIC, en mode économique, eux ils sont plutôt pro-Gbagbo. Actuellement, oui. La position de l'Inde, ils n'ont pas vraiment de position politique, même s'ils ont une petite présence, même un peu plus que petite d'ailleurs, en Côte d'Ivoire. Mais disons que le Brésil, la Russie et la Chine, très clairement, sont favorables à la Côte d'Ivoire, d'autant que Laurent Gbagbo disposant d'un soutien fort de la part de l'Angola, ça consolide sa relation avec ces trois pays. Donc l'Angola est vraiment le point d'entrée à la fois du Brésil, de la Chine et de la Russie sur le continent africain. Donc derrière tout cela, Philippe Evano, est-ce qu'on peut dire aux auditeurs que l'analyse peut être la suivante: méfiez-vous de tout ce qui est présenté par les médias, parce que derrière cette présentation médiatique et les raccourcis qui sont effectués en nous disant Laurent Gbagbo, le méchant qui a truqué les élections, qui ne reconnaît pas le résultat des élections, qui s'enferme pour garder le pouvoir, derrière cette présentation simpliste, il y a en réalité une guerre médiatique, une guerre intellectuelle, une guerre économique aussi, pour avoir une position forte sur cette partie d'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, et méfiez-vous de ce qui peut être dit parce qu'on est parfois manipulé, y compris par les Américains. Tout à fait. Et puis il faut penser à une chose, c'est que ça survient donc 2 ans après la crise financière, en pleine crise bancaire, que c'est la survie même de l'empire américain qui est en jeu aujourd'hui, qu'il y a une possibilité dont je n'aurais même pas imaginé l'hypothèse il y a quelques années. Il y a une possibilité que nous assistions à la disparition de l'empire américain et qu'évidemment, il faut analyser tous les événements internationaux qui vont se produire d'un point de vue géopolitique et en fonction de ce risque de disparition de l'empire américain qui est quelque chose de sérieux aujourd'hui, auquel on peut lier d'ailleurs la reconnaissance par un certain nombre de pays non négligeables, comme le Brésil ou l'Argentine, de la Palestine. Je crois que les deux questions sont liées et que ce sont des signes, comme on dit, là c'est plus que des signaux faibles, ce sont des signes d'un délitement d'un mode de fonctionnement du monde qu'on a tenté de nous imposer après la chute du mur de Berlin et qui finalement n'aura duré que 20 ans. Et aujourd'hui, on est en train de voir se dessiner un monde nouveau qui ne sera plus du tout le monde WASP sous la domination duquel nous vivons depuis la guerre de 14-18. Dernière question, vous avez connu Jacques Foccart, Philippe Evano. Jacques Foccart n'est plus là et donc on ne peut pas dire ce qu'il ferait, mais vous l'avez quand même bien connu. Si vous aviez Nicolas Sarkozy face à vous, est-ce que vous lui diriez, faites attention, Monsieur le Président, la position que vous prenez va à l'encontre des intérêts de la France? En tout cas, elle met en péril les intérêts de la France, ça de façon absolument certaine. La France apparaît de plus en plus. Disons que Sarkozy a vraiment sur l'Afrique chaussé les bottes de Jacques Chirac. C'est une position de suivisme où, pour employer une expression pas très jolie, c'est un peu la politique du chien crevé au fil de l'eau. Armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Nous sommes des États indépendants et souverains. Et
Votre présence militaire entame notre souveraineté.